Bien. Nous allons reprendre. Alors, en élaborant cette journée, on avait proposé qu'il puisse y avoir quelques petites vignettes cliniques, quelques évocations. Et donc, il y a 2 personnes qui ont relevé le challenge, donc Léa. Et donc, je vous laisse vous présenter la petite vignette que vous voulez présenter. Très bien. Merci. Bonjour, du coup moi je suis Cléa, je suis éducatrice au sein de l'association de l'Oréag. J'interviens plus particulièrement sur l'unité Chambre en Ville, donc qui accueille des adolescents entre 16 et 21 ans. Je vais vous ramener quelques petites semaines en arrière puisque ça fait pas très longtemps que j'ai intégré le service. Donc on est le 22 août 2022. Je fais mes premiers pas sur le service Chambre en Ville. Voilà, je me pose tout un tas de questions sur le fonctionnement et sur comment ça va se passer, mais une un peu plus que les autres, c'est comment vais-je pouvoir rencontrer les jeunes. Parce que c'est vrai que des rencontres avec des jeunes, j'en ai fait plusieurs, mais jamais au sein d'un service chambre en ville, toujours sur un internat. Du coup, les rencontres se passaient différemment puisque les jeunes étaient déjà sur place et il y avait tout un tas de leviers, des supports du quotidien pour pouvoir créer la rencontre. Donc voilà, le 22 août, j'intègre le service chambre en ville, on me fait visiter les locaux, je visite les bureaux, mais les jeunes ne sont pas là, je m'y attendais, mais du coup je me demande comment je vais pouvoir les rencontrer. Donc je décide d'envoyer des messages ou de les appeler pour leur proposer des rencontres dans un premier temps plutôt sur l'extérieur, pour avoir un cadre un peu moins formel que le bureau. C'est ce qui se passe du coup avec Fatoumata, une jeune qui est sur le service chambre en ville depuis un petit moment et qui était d'abord en foyer, donc le fonctionnement, les éducateurs, l'institution, elle le connaît bien. Donc on décide de se rencontrer dans un petit bar à la Victoire autour d'un coca. Donc je me présente à elle, je lui demande qu'elle se présente aussi. Et en fait, je la trouve très fermée, très peu dans l'échange. Quand je lui pose des questions, elle me répond que par des réponses très fermées. Et du coup, je me retrouve un peu mal à l'aise. Je ne sais pas comment susciter son désir du coup de relation éducative. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et voilà, donc la rencontre se termine assez rapidement. Donc moi, je reste un peu avec mes doutes sur est-ce que vraiment ça a servi à quelque chose, ce premier échange. Et en fait, je me rends compte pas au terme, mais dans la suite de l'accompagnement, que si finalement, moi qui pensais que ça n'avait pas servi à grand-chose, au final, ça a pris, puisque la jeune a quand même pu me repérer et a compris qui j'étais et a su me solliciter lorsqu'elle en avait besoin. Et aujourd'hui, quand on se voit, elle est très souriante, beaucoup plus dans l'échange. Et voilà, du coup, tout ça pour dire que des fois, on a l'impression que la première rencontre, ça prend pas ou qu'on s'aime un peu et que ça va pas forcément prendre, sauf qu'en fait, on se rend compte que ça prend, mais sur la durée et qu'il faut du temps pour que la relation éducative naisse. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette petite vignette. De rien. On va passer à... je peux vous laisser repartir si vous voulez. Merci encore. Merci. Merci. On va passer à une intervention à 2 voix. Donc, Jocelyn Lachance, vous êtes maître de conférence HDR en sociologie, Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et puis Amandine Kerry, vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et vous intervenez aussi au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Les adolescents placés, une identité institutionnelle, point d'interrogation. Donc je vous laisse la parole. Okay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour me présenter un peu plus rapidement, donc effectivement, je réalise une thèse en sociologie, donc qui est financée par le département des Pyrénées-Atlantiques, dont la thématique principale est la problématique de l'accueil des jeunes à difficultés multiples
et qui, je ne vous apprends rien, est une problématique qui n'est pas spécifique à ce département. Donc avant tout, je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui, et également M. Jocelyn Lachance de m'avoir permis d'intervenir à ses côtés, donc Jocelyn Lachance qui est mon directeur de recherche. Donc lorsqu'il m'a été proposé de tenter de répondre à la question que pose cette journée d'études, donc les adolescents placés en MEX sont-ils des adolescents comme les autres, il m'a paru intéressant de revenir sur l'accueil de ce public qui, bien que spécifique, interroge l'ensemble des acteurs qui concourent à la protection de l'enfance, les jeunes à difficultés multiples, parfois également appelés incasables, ou situations complexes, et qui, comme le rappelle Jean-Yves Barrère, donc, qui est un sociologue, sont à la limite des institutions. Donc, ainsi, depuis plus de 20 ans, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que leurs partenaires éducatifs, médico-sociaux et judiciaires, sont confrontés à des situations de jeunes qui sont affectés par des troubles du comportement et dont ils n'arrivent pas à stabiliser les modalités d'accompagnement dans la durée. Donc, je tiens à préciser que les années 80 constituent un tournant dans l'élaboration des politiques publiques partenariales de l'enfance en danger. Confrontés à la multiplication des troubles chez les enfants et adolescents, victimes et ou témoins de violences, les politiques ont pointé du doigt la nécessité de repenser les relations partenariales entre institutions. Donc pour revenir dès à présent au sujet de cette journée, Émilie Potin, donc, qui est sociologue, s'est attelée à réaliser une typologie des trajectoires des enfants placés et elle a pu en identifier 3. Donc il y a 3 types de parcours. Le parcours des enfants placés, donc qui le sont dès le plus jeune âge dans une même famille d'accueil, et ce jusqu'à leur majorité. Le parcours des enfants qui sont replacés, donc ayant fait des allers-retours entre leur famille d'origine et leur famille d'accueil ou les institutions, donc sous la forme, donc elle parle de garde alternée. Et enfin, en ce qui me concerne pour le coup, les enfants déplacés, donc qui épuisent les lieux d'accueil, donc épuisant les lieux d'accueil faute de réussir à s'y faire place. Donc on pourrait d'abord se demander finalement qui sont ces jeunes, et il nous est malheureusement à ce jour quasiment impossible de les définir précisément, tant les problématiques qu'ils rencontrent sont diverses et variées. Ce que nous savons, c'est que ces enfants et adolescents se retrouvent paradoxalement dans toutes les cases, puisqu'ils ont plusieurs troubles, et par là même dans aucune d'entre elles. Donc les problématiques du jeune sont alors difficiles à désamorcer, tant ces dernières se retrouvent entremêlées. Ils accumulent généralement des trajectoires de vie qui sont traumatiques, des difficultés d'intégration sociale et ou scolaire, et des besoins en termes de suivi médico-social et sanitaire, etc. Donc, en m'appuyant sur un rapport de recherche qui a été réalisé, entre autres, pour le compte de l'Observatoire national de la protection de l'enfance en 2008, je tiens à souligner le caractère polysémique de cette expression incasable, donc, qui, bien qu'amenée à disparaître, notamment au profit de l'expression situation complexe, ou alors jeune à difficultés multiples, continue à faire partie du paysage du travail social. Donc, les chercheurs de ce rapport, ils ont identifié 7 acceptions de ce terme que je tiens à rappeler parce qu'ils constituent, selon moi, des pistes de travail. Et donc, vous verrez que ces 7 acceptions, on peut s'en saisir comme grille de lecture. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur Le Breton, cela nous permettra d'éviter de s'enfermer en fait dans une catégorie de sens. Donc la première acception pour ce terme incasable pourrait faire référence à la vox populi, donc à la voix du peuple, au sens où elle permet de désigner ces jeunes en les séparant d'autres catégories, d'autres publics qui sont accueillis en protection de l'enfance. La seconde, elle fait allusion à l'incasabilité dans l'institution, dans le sens où l'individu se situe hors des dispositifs, se situe en marge parce qu'il ne rentre pas justement dans les cases qui sont prévues par l'institution. La troisième signification, elle va mettre en avant l'événement déstabilisateur dont l'enfant et ou l'adolescent peut être l'instigateur et qui vient mettre en péril une certaine organisation institutionnelle. Et donc on retrouve là l'ensemble des passages à l'acte, des conduites à risque dont on parlait tout à l'heure, des actes de violence, etc.
Donc faute de pouvoir utiliser les mots, ces jeunes, ils s'expriment souvent par l'intermédiaire des actes. Donc rappelons que du coup, la transgression et la prise de risque constituent à l'adolescence des modalités de construction identitaire. Et je pense qu'il est intéressant d'analyser un peu ces situations parce qu'on peut émettre l'hypothèse en fait, qu'il existe un écart entre ce que l'on imagine comme étant la justification de leur comportement et leurs véritables explications pour ces jeunes, donc le sens qu'ils vont mettre derrière. Donc moi, c'est en partie ce travail que je souhaite réaliser dans le cadre de ma thèse que je viens de commencer, en allant directement rencontrer les jeunes qui pourraient ainsi me parler de leur vécu, de leur ressenti, etc. Donc pour revenir aux acceptions, la quatrième, elle renverrait à la situation d'attente dans laquelle se retrouve le jeune qui n'est pas en mesure de trouver au sein d'une même institution une réponse qui est adaptée à ses besoins. Et là encore, l'entremêlement des problématiques diverses et variées complexifie un accueil pérenne. La cinquième met en exergue certaines déficiences des institutions de protection de l'enfance à accueillir de façon stable ces enfants et adolescents en difficultés multiples. Et ces derniers peuvent notamment bousculer le rythme des lieux d'accueil, mettre en danger les professionnels, les autres enfants en présence, mais également se mettre en danger. La sixième acception, donc l'avant-dernière, ferait état des difficultés du jeune en termes de capital, donc qu'il soit économique, culturel ou social, pour ne pas citer Bourdieu. Et donc ces enfants et adolescents font partie d'un public en situation de vulnérabilité, donc cela vient ajouter une vulnérabilité supplémentaire à celle qu'on abordait déjà tout à l'heure par rapport à l'adolescence. Enfin, la septième définition ferait référence au fait qu'un enfant pourrait avoir développé au cours de son premier placement, qui était a priori d'abord adapté à ses besoins, de nouvelles problématiques qui vont remettre en question finalement son accompagnement. Ici, nous entendons bien qu'une même situation d'accueil n'est pas toujours adaptée à l'ensemble d'un même parcours en protection de l'enfance, et d'autant plus dans ces situations de jeunes à difficultés multiples. Alors, pourquoi, me direz-vous, nous attarder sur ces définitions que j'ai listées un petit peu comme dans un dictionnaire, et je m'en excuse. Lorsqu'un enfant il est perçu pas nécessairement comme un incasable, mais admettons comme un jeune à difficultés multiples, il paraît plus que nécessaire de se questionner sur ce qui amène à désigner la situation comme telle, en repartant justement de ces différentes acceptions et de cette grille de lecture. Et on peut supposer que cela permettrait, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'enclencher une dynamique de travail qui est liée à la situation spécifique de chacun de ces jeunes. Donc après avoir consacré cette introduction à une présentation, bien entendu non exhaustive, des travaux qui existent au sujet des jeunes à difficultés multiples, nous allons tenter d'enclencher en tout cas une réflexion sur la construction identitaire de ces jeunes, aux injonctions paradoxales qui sont liées au devenir adulte et que tous les adolescents rencontrent, vont pouvoir venir s'ajouter des tensions dans le cas des jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et je vais prendre le temps aujourd'hui d'en aborder 3. Nous pouvons tout d'abord aborder la thématique de l'espace. Donc le premier lieu, je vous apprends rien, le premier lieu au sein duquel évoluera l'enfant est généralement son lieu d'habitation. Et notons que, comme le spécifiait Staszak, qui est un géographe, ce lieu, de par les émotions qu'il suscite, va être constitutif de la construction identitaire de tout à chacun. Or, lorsqu'un enfant est confié, celui-ci va nécessairement devoir apprivoiser son nouveau lieu de vie, quel qu'il soit, maison d'enfants à caractère social, famille d'accueil, etc. Et l'enfant sera ainsi potentiellement confronté à la difficulté de se forger de nouveaux repères spatiaux. Donc il va devoir non seulement se familiariser avec de nouveaux territoires, mais également se familiariser aux objets en présence, aux relations, aux personnes, aux autres enfants, aux professionnels, etc. Donc toutes ces dimensions vont être finalement constitutives du rapport qu'il va entretenir avec le lieu et de la façon dont il va se saisir de ce lieu pour se construire en tant qu'adolescent. En comparaison avec un adolescent qui est non confié à l'aide sociale à l'enfance, il y a donc une multitude d'acteurs qui entrent inévitablement en jeu dans le processus de construction identitaire de l'enfant, et de l'adolescent plutôt.
de par la situation spécifique de placement. Donc, je ne veux pas dire par là que quand on n'est pas placé à l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas d'autres acteurs qui entrent en jeu que les parents, mais de fait, là, il y en a beaucoup plus. Ensuite, on pourrait évoquer la dimension temporelle. Donc, notons que l'accueil de ces enfants et adolescents se déroule tout d'abord très souvent dans l'urgence, au regard des situations complexes dans lesquelles ils se trouvent à un moment T. Et depuis l'entrée dans nos sociétés hyper modernes, nous nous retrouvons tous projetés dans une course en avant, dans un culte de l'urgence, donc qui a été théorisé par Nicole Aubert. Et nous sommes en effet ancrés dans un contexte d'hypermodernité dès notre naissance. L'adolescence, donc âge de l'autonomisation, va alors constituer une période charnière au sein de laquelle l'individu va tenter de développer une forme de contrôle sur son temps. Or, nous pouvons supposer que dans le cadre de nos jeunes à difficultés multiples, cette tentative de maîtrise du temps va être troublée par les multiples ruptures auxquelles ils devront faire face. Donc l'expérimentation et la prise de risque pourraient alors être encore plus recherchées par ces jeunes qui auraient l'impression de n'avoir aucune prise sur la temporalité institutionnelle qui rythme malgré eux une grande partie de leur vie. Je bois un peu. Enfin, pour revenir à la troisième tension, on pourrait mentionner celle du devenir adulte à la sortie du système de protection de l'enfance. Donc l'injonction à l'autonomie serait peut-être même encore plus prégnante, alors même que ces adolescents ne disposent pas des mêmes ressources que les jeunes de leur âge. Donc que l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance le soit à l'extrême pour maltraitance intrafamiliale ou pour difficulté des parents à éduquer un enfant qui vit une transition entre l'enfance et l'âge adulte difficile, les relations s'en retrouvent la plupart du temps fragilisées. En résumé, on en demande plus, donc plus d'autonomie à des enfants qui en ont moins, qui ont moins de ressources. Donc l'acquisition d'une autonomie précoce va alors devenir une injonction pour ces enfants et adolescents. Donc savoir gérer ses documents administratifs très tôt, maintenir un lieu de vie propre, cuisiner, travailler afin de gagner un minimum d'argent pour subvenir à ses besoins, et ce, dès la majorité, voire même avant. Et du coup, dans tout ça, on pourrait se demander qu'en est-il des projets de ces enfants et adolescents qui doivent rapidement intégrer le monde professionnel pour subvenir à leurs besoins. Le profil de l'adolescent hypermoderne, responsable de ses choix et de ses réussites, se retrouve alors, dans ce cas, exacerbé. Et on ne peut que constater un manque de données quant au devenir des jeunes sortant de l'ASE. Donc c'est à déplorer aujourd'hui, ce qui pourrait nous permettre d'améliorer les politiques publiques en termes de prévention et de protection de l'enfance. Donc de fait, la construction identitaire, le processus par lequel un individu devra apprendre à se placer vis-à-vis de tensions qui le traversent et qui viennent du dehors de la société, s'en retrouve ainsi complexifié par l'expérience spécifique que constitue le placement. Lorsque nous nous intéressons de plus près à l'accompagnement de ces jeunes, un des mots-clés qui revient régulièrement est le terme rupture. Alors, du coup, on pourrait se demander qu'est-ce que ça signifie exactement. La rupture, c'est tout d'abord le résultat d'un ensemble de caractéristiques qui vont venir entraîner l'apparition d'un parcours de vie fragilisé chez ces jeunes. Ces parcours, nous pouvons les appréhender comme des carrières sociales. Donc, c'est un concept que j'emprunte à Howard Baker, qui est un sociologue. Ces carrières sociales, ce sont des trajectoires qui sont faites d'étapes significatives aux yeux des individus et dont l'analyse est à même de révéler des éléments clés de leur parcours et ainsi de nous permettre de dégager les critères qui pourraient expliquer leur situation de marge dans le cadre de nos jeunes à difficultés multiples. La rupture, elle pourrait également représenter la crainte d'un enfant, d'un adolescent, contraint de constater que les repères qu'il s'était malgré lui forgés dans un lieu d'accueil, dans une nouvelle maison, dans une nouvelle institution, donc de les voir s'effondrer alors même qu'ils testaient leurs limites, leur résistance. Et la rupture évoquerait enfin une caractéristique des séjours vers lesquels sont orientés ces jeunes à la suite d'une décompensation afin de leur permettre de se calmer, loin de la situation de crise, et afin de permettre également aux professionnels qui les accompagnent au quotidien de bénéficier d'un temps de répit. Donc, à la lecture de ces trois significations,
nous pouvons relever que ce processus de rupture, il est présent à chaque étape significative de la trajectoire de ces jeunes, comme une appréhension, comme une caractéristique qui est redondante et comme une potentielle solution partielle. Alors, on pourrait se demander finalement qu'est-ce que tout ce que je viens de mentionner sur les trajectoires de ces adolescents vient dire sur l'appropriation de leur histoire par ces derniers. Notons que, comme le mentionne Madame Chapon, donc, qui est sociologue, ces ruptures de parcours et discontinuité familiale ne sont pas favorables à une traçabilité biographique. Au gré des situations, ces enfants se retrouvent alors parfois sans repère, qu'ils soient affectifs ou spatio-temporels ou biographiques. Et d'ailleurs employé par les chercheurs l'expression de biographie sous injonction, et qui me semble particulièrement révélatrice de la sensation que l'enfant pourrait éprouver au regard de la situation dans laquelle il se trouve. Donc ce sentiment de dépossession de sa propre histoire, nous la retrouvons dans certains témoignages de l'aide sociale à l'enfance, d'anciens enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, tel que celui de Lies Loufoque dans son ouvrage L'enfer des foyers. Il y raconte sa vie d'enfant placé, puis déplacé à de nombreuses reprises. Il fait notamment référence à un événement réconfortant de son histoire de vie, le premier jour dans sa dernière famille d'accueil, dans la dernière où il a vécu. Ce jour-ci, sa nouvelle assistante familiale a pris le temps de lui demander de se raconter, d'expliquer pourquoi il était là aujourd'hui et, pour ainsi dire, de reprendre possession de son histoire personnelle. Donc ce témoignage, il fait écho aux propos de Vincent de Goljac, qui est un sociologue, et qui nous invite à nous intéresser, entre autres, au rapport de l'enfant à son histoire et au rapport de l'enfant au récit que l'on fait sur lui. Il serait alors pertinent de l'inciter à se raconter afin de saisir toutes les tensions qui le traversent et avec lesquelles il doit composer afin de forger sa propre identité à cette période charnière que constitue l'adolescence. Donc on travaille sur le parcours, et j'insiste bien sur le mot « sur », qui pour lui se situe du côté de l'expert. Il ajoute l'importance du travail avec le récit de vie, qui permettrait à l'enfant ou l'adolescent de devenir un sujet qui structure son récit et conserve le contrôle de son interprétation. Donc, en définitive, il serait particulièrement intéressant de questionner l'articulation des tensions qui traversent l'adolescence en général à celles spécifiques aux jeunes à difficultés multiples. Et à terme, il faudrait arriver à une connaissance de ce public qui serait suffisante afin que leur accueil soit pensé non pas en termes de protection, une fois la situation envenimée, mais en termes de prévention. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je passe la place. Bonjour à tous. Donc, c'est à moi maintenant de vous remercier pour l'accueil. Merci pour l'invitation. Donc, je vais poursuivre la réflexion d'Amandine Kéry et je vais insister peut-être sur deux aspects en particulier. Sur l'injonction biographique que Amandine Kéry a évoquée, sur la question du temps, du rapport au temps. Lorsqu'on a vu la petite vidéo ce matin, c'est très intéressant, j'ai écouté très attentivement et qu'est-ce qu'on entendait de ces jeunes? Ils nous racontaient le quotidien, ils nous racontaient leur rythme de vie. Et finalement, ils nous faisaient part de leur récit narratif, forcément, sur finalement la structuration de leur temps par l'institution. C'était la version, évidemment, bien rythmée. Hein? C'est-à-dire, voilà, alors vous connaissez mieux votre quotidien que moi, mais on imagine tout de suite que ce rythme est parfois entravé. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de poursuivre cette réflexion sur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire devenir autonome du point de vue du rapport au temps. Et il y a un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est très, très intéressant. Et je pense que ça peut nous donner à penser comment, ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment l'adolescence en général traverse ce temps tumultueux qu'on connaît très bien, et comment les jeunes que vous rencontrez en particulier le traversent peut-être avec certaines difficultés. Alors, pour ce sociologue, il y a 3 horizons temporels, et vous verrez, ça vous parlera probablement parce qu'on est tous aux prises avec ces 3 horizons temporels et on a un travail à faire.
On a un travail à faire pour se positionner. Le premier, c'est le temps biographique. Il y en a été beaucoup question dans votre présentation. Le temps biographique, vous savez, c'est ce temps sur lequel on se projette sur une ligne. Hein? C'est le fait qu'on raconte notre passé, qu'on se projette vers l'avenir et qu'on imagine très souvent notre vie séquencée, hein, avec des séquences. Vous vous dites, par exemple, bon, dans tant de temps, j'aurai des enfants, peut-être, ou non. Peut-être de temps en temps, mes enfants quitteront le foyer familial. J'aimerais prendre ma retraite à tel ou tel âge. Et là, des choses qu'on ne maîtrise pas parfaitement, vous l'avez compris. Alors, vous avez comme ça des séquençages. Et c'est le premier horizon avec lequel on doit composer. Et ça, c'est important parce qu'au fond, dans les sociétés contemporaines, on va imposer aux adolescents cette première nécessité. Hein? Projette-toi. Imagine ton horizon biographique. Et tout de suite, on se dit, il y a un problème, il y a une injonction paradoxale, parce que d'un côté, c'est projette-toi, développe une narration qui puisse te permettre de projeter, et en même temps, on connaît toutes les formes d'incertitude, et là, on pourrait n'évoquer, par exemple, que la question de l'insertion professionnelle. Alors, premier paradoxe qui est intéressant, et en même temps, il est articulé à d'autres horizons temporels. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Alors, Rosa va nous dire, il y a aussi le temps historique. Le temps historique. Et l'articulation entre le temps biographique et le temps historique permet de donner du sens à notre horizon biographique. Alors, le temps historique, qu'est-ce que c'est? Bien, vous l'aurez compris, c'est le temps qui surplombe l'individu. Hein, c'est ce qui est un peu au-dessus de nous. C'est un régime de valeurs, quelque part. Le temps historique, c'est l'idée qu'on peut se voir dans une transmission générationnelle, par exemple. Mais c'est aussi l'idée de se concevoir comme appartenant à l'avenir d'un pays ou d'une nation. Et si on prend un exemple d'actualité, le conflit en Ukraine, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre cette difficulté à pouvoir nous projeter dans un temps historique. Il vient mettre à mal potentiellement cette difficulté. Alors, tout de suite, on se pose la question concernant les jeunes que vous côtoyez, ont-ils accès à un temps historique? Ont-ils accès à un temps historique? C'est-à-dire que très souvent, on va concevoir la narration biographique en tant que telle comme indépendante. Mais ce que Rosa nous dit, c'est qu'en fait, il est impossible de structurer son récit narratif sur l'horizon biographique sans faire appel, peut-être, au temps historique. Alors, première question qui se pose ici. L'autre horizon temporel, c'est celui qui était bien décrit dans la vidéo de ce matin. C'est l'horizon du quotidien. L'horizon du quotidien. C'est-à-dire l'horizon du rythme de vie. Très, très concret, très empirique. Hein? C'est ce qu'on montrait tout à l'heure. Alors, il y a une définition, mais moi je l'aime bien, je vais vous la donner, je l'ai réécrite ce matin. Rosa nous donne une définition du rythme de vie. Il nous dit, c'est le nombre d'épisodes d'action ou d'expériences vécues par unité de temps. Non, c'est le nombre d'épisodes d'action ou d'expériences vécues par unité de temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On le voit tout de suite, il y a la dimension fortement subjective, fortement subjective de qu'est-ce qu'est un rythme de vie. Vous allez sortir d'ici, vous allez dire, j'ai vu 2 conférences ou 3 conférences. Par contre, il y a des moments où vous allez sortir d'un temps libre et vous allez vous dire, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Hein? Et c'est un des paradoxes que Rosa met en avant. Il nous dit, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a une tâche assignée de l'extérieur, hein, je vous dis, écoutez une conférence, faites un examen, faites telle tâche, réparez le balcon, peu importe. Vous allez sortir de ce moment avec le sentiment probablement que vous avez fait peu de choses, parce que vous avez fait une tâche. Et donc, subjectivement, vous allez vivre votre rapport à ce rythme de vie de façon probablement un peu plus apaisée. Vous allez dire, aujourd'hui, c'était un peu tranquille. Mais c'est le paradoxe suivant, et les adolescents qui grandissent dans vos structures, mais nous tous, au fond, on est pris avec ce paradoxe que lorsqu'on donne du temps libre, on se retrouve avec le risque de maximisation. C'est-à-dire, si je vous dis, bon, cet après-midi, vous ne serez pas en conférence pour écouter Daniel, vous serez à la maison et qu'est-ce qui se passera? Peut-être que vous allez faire beaucoup de tâches, vous allez multiplier les choses et vous allez ressortir de ce temps libre avec le sentiment
d'avoir fait beaucoup, d'avoir vécu beaucoup d'unités d'action, d'expérience de vie. Donc, ça pose la question de comment on va gérer le temps libre avec les plus jeunes et quel sens ils vont donner. Et de façon plus large, Rosa va nous dire, mais si on n'articule pas notre temps biographique au temps historique, on peut aussi articuler le temps biographique avec le temps du quotidien. Et là, il y a des tensions qui apparaissent, c'est-à-dire qu'on doit réguler le rapport entre les deux. Pensez-y bien. Vous avez biographiquement un objectif, par exemple professionnel. Vous vous dites, mon objectif, c'est dans 10 ans d'atteindre tel poste. Vous avez un horizon biographique. Mais ça vient se répercuter forcément dans le temps du quotidien. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, vous pourrez vous permettre de passer des week-ends d'oisiveté? Est-ce que vous pourrez vous permettre d'arrêter de travailler à 17h30 le soir? Et tout de suite, le rapport entre temps biographique et temps du quotidien vont entrer en tension et vous allez être obligé de faire ce travail de réappropriation, ce travail de rééquilibrage entre les deux. Alors, on le voit tout de suite, si vous êtes un adulte bien outillé, réflexif, on peut imaginer que cet équilibre va être facile à trouver, bien que, on le sent tout de suite, ce n'est pas toujours facile, effectivement. Alors, imaginez, évidemment, quand vous êtes un adolescent avec certaines difficultés. Ce travail, ils doivent le faire aussi, et non seulement ils doivent le faire, la théorie est la suivante, c'est qu'être autonome dans la société contemporaine, c'est précisément cela. C'est précisément être capable d'articuler temps historique à temps biographique et à temps du quotidien au rythme de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'effectivement il y a une difficulté à articuler les deux? Alors, on le voit assez bien, il va y avoir un repli sur le rythme de vie pour redonner du sens. Alors, il peut y avoir un souci, c'est-à-dire si effectivement les individus vont donner au rythme donné par l'extérieur du sens, eh bien, ça va bien se fonctionner. Mais qu'est-ce qui se passe, et probablement, mais vous nous le direz tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe lorsque la signification des rythmes proposés ne fonctionne pas? Autrement dit, lorsqu'on n'adhère pas. Alors, on voit toute une série de comportements qui visent justement à remaîtriser le temps dans le temps du quotidien. C'est-à-dire des comportements qui, de l'extérieur, peuvent nous paraître parfois comme des formes d'opposition, mais qui sont au fond des formes de réappropriation du temps, simplement pour répondre à la question suivante, à l'injonction suivante, « Je suis autonome ». Alors, quels sont ces comportements? Alors, vous avez ceux qui vont être près des conduites à risque qui ont été décrites par David ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ceux qui vont rythmer leur vie à partir de prises de risques répétées, qu'on peut finir par appeler des conduites à risque, et qui vont en faire des repères temporels. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont vivre dans le souvenir de la dernière prise de risque et qui vont vivre en même temps dans l'attente de la prochaine. On le voit très bien dans les actes délinquants. C'est-à-dire, ce ne sont plus les rythmes proposés en société ou par l'institution qui vont compter, qui vont faire sens. L'organisation du calendrier, l'organisation du rythme de vie part du souvenir du dernière action et dans la préparation du prochain. Ça permet de rythmer. Il y a un très beau livre qui a été écrit il y a quelques années par Monique Dagneau sur la question des toffeurs. Il date un peu, mais ce livre met en avant la question de la fête. Vous voyez, on peut lui donner un sens très, très large. De la fête, donc du moment extraordinaire qui sort de l'ordinaire pour ces adolescents et qui vient rythmer et qui permet finalement de continuer dans un monde où il n'y a pas de signification. Alors, ça, c'est assez intéressant pour nous parce que ça nous rappelle une chose, c'est que c'est un invariant anthropologique, c'est-à-dire que l'individu doit pouvoir vivre à partir de repères pour pouvoir rythmer le temps. Et une des manières que certains jeunes vont trouver, ça va être de se replier sur des moments extraordinaires qui peuvent être des actes qui sortent de l'ordinaire au sens étymologique du terme. Et donc, ça peut être la fiesta, ça peut être la défonce, ça peut être des conduites à risque, ça peut être différents comportements. Il y a d'autres comportements qui permettent aussi de réélaborer, vous avez bien compris, le sentiment d'autonomie. C'est une chose qu'on connaît bien, entre autres, à différents degrés. Et si vous êtes parents, vous êtes la plupart, vous avez bien connu ces comportements que j'appellerais ceux de désynchronisation.
Les comportements de désynchronisation. Qu'est-ce que c'est? Les comportements de désynchronisation, pour prendre le meilleur exemple, c'est lorsque vous avez pris l'habitude de préparer le repas et que vos enfants viennent se réunir autour de la table, toujours au bon moment, à peu près à la bonne heure. Et à un moment donné, il y a une transformation magique qui s'est passée dans votre foyer familial. C'est ce fameux acte de désynchronisation, c'est-à-dire ce jeune préado ou ado qui lentement vous fait attendre, traîne les pieds jusqu'à arriver. Et en plus, pour en avoir souvent discuté, on l'avait vu dans les entretiens forcément, mais pour en avoir discuté souvent, c'est toujours le même retard. C'est-à-dire, si c'est 7 minutes, c'est à peu près toujours 7 minutes. Et si c'est 2 minutes, c'est toujours 2 minutes. Des actes de désynchronisation. Dans le milieu scolaire, on le voit très bien, ce sont les étudiants qui, dans une grande mise en scène, entrent avec leur café avec 5 minutes de retard à chaque cours. Alors, je le dis en rigolant, mais vous comprenez bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement que dans vos institutions, il y a panoplie d'actes de désynchronisation, parce que vous l'avez compris, il y a le repas, mais il y a aussi l'heure du coucher, il y a l'heure du lever. L'acte de désynchronisation, c'est pas seulement ralentir, c'est aussi parfois accélérer et vous dire « vous êtes trop lent ». Mais c'est une façon d'adhérer, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le rythme que vous proposez devient quand même le repère, mais cette désynchronisation permet de réélaborer le sentiment d'autonomie. Je ne suis pas complètement gouverné de l'extérieur, je garde un semblant d'autonomie dans ma vie, et en particulier, vous avez vu, sur le rythme du quotidien. Alors, j'en parle parce que souvent, voilà, on en parle entre nous, on peut en rire un peu, on l'amène d'une façon un peu humoristique, mais au fond, combien d'actes de désynchronisation sont perçus comme des actes d'opposition? C'est-à-dire des actes d'opposition, même parfois, pas seulement contre l'institution, mais contre nous. Et donc là, il peut y avoir un problème, évidemment, d'interprétation de ce qui se cache derrière. Alors, il y a d'autres façons aussi de transformer son rapport aux contraintes temporelles. Vous l'avez vu, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, le repli sur la maîtrise du rythme quotidien, c'est souvent à défaut de pouvoir maîtriser le récit biographique, l'horizon temporel biographique. On se replie sur le quotidien. Une autre façon qu'on voit, que vous avez peut-être observé, c'est cet exemple d'un adolescent ou d'une adolescente qui se met délibérément dans des situations d'urgence. C'est-à-dire qu'il se met délibérément dans une situation pour être à la dernière minute. Alors, je vais vous donner un exemple qu'on avait eu dans un entretien il y a plusieurs années, mais qui montre bien comment cette décision, en tout cas ce qui est affirmé comme une décision personnelle, permet de changer subjectivement son rapport au rythme de vie, changer subjectivement son rapport, vous l'avez compris, si on reprend la définition, aux épisodes d'action, aux expériences vécues par unité de temps, l'impression de remaîtriser ce que l'on semble avoir perdu. C'est un lycéen qui me dit, dans un entretien, au détour d'un entretien, il me dit, mais tu sais, moi, pour l'école, je pars toujours à la dernière minute. Je ne perds pas de temps. Je pars à la dernière minute, puis je n'habite pas très loin, je cours jusqu'au lycée et j'arrive toujours à l'heure. D'accord. Alors, c'était cette façon de me parler de son rapport au rythme scolaire dans ce cas-ci. Mais quand on y pense bien, qu'est-ce que ce jeune lycéen nous dit? Il nous dit qu'il a pris une décision, il a agi. Mais il nous dit quelque chose de beaucoup plus important. Il ne nous dit pas « je me plie docilement chaque jour au rythme scolaire imposé par les adultes et par l'institution à laquelle je n'accorde aucune signification et aucune importance ». Il ne nous dit pas ça. Il nous dit, finalement, je transforme mon rapport à la contrainte. Il nous dit, finalement, chaque jour, je relève le défi que je me suis moi-même imposé. Très intéressant. Et en même temps, vous l'avez vu dans cet exemple, il s'accommode de cette contrainte. Et vous voyez, il est dans cette espèce d'entre-deux
où ils continuent finalement à pouvoir, j'ai envie de dire, tourner autour de la contrainte temporelle, et en même temps, ils sauvegardent le sentiment d'autonomie, puisque, vous le savez, c'est une contrainte que l'on impose aux jeunes de nos sociétés. Et donc, on peut imaginer que dans vos institutions, vous avez ce type d'exemple qui ressort, d'autant plus que se mettre en situation d'urgence délibérée permet de justifier si, finalement, ça ne se passe pas exactement comme on voulait. Hein? On le voit, évidemment, dans le milieu scolaire, lorsque des jeunes étudient à la dernière minute, passent une nuit blanche, se donnent des sensations en ne dormant pas de la nuit, arrivent à l'examen, et donc, si, par hasard, ça ne fonctionne pas, s'ils n'ont pas des bonnes notes, ils pourront toujours dire « c'est parce que j'ai étudié à la dernière minute ». Et souvent, ce sont des étudiants, là, dans ce cas, qui vont parfois aller très bien, c'est-à-dire que c'est des étudiants qui vont être brillants, mais qui vont se mettre délibérément dans cette situation pour ne pas vivre le poids de la responsabilité de l'échec. Hein, je me mets dans une situation délibérée pour préparer mon argumentaire en cas d'échec, et parfois ça mène aussi à l'auto-sabotage. Parce qu'évidemment, il y a des intensités. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, ces jeunes répondent à des invariants anthropologiques qui, à une époque, n'incombaient pas à l'individu. Parce que ce que Rosa nous dit sur ces trois horizons temporels, historique, biographique, du quotidien, il nous dit, en fait, si on parle des sociétés prémodernes, eh bien, c'est quand il fallait prendre une décision pour les articuler, eh bien, il y avait ce qu'on appelait le temps sacral. Hein, c'est un peu ce que David a dit avec d'autres mots ce matin. C'est-à-dire qu'il y avait une force organisationnelle, une puissance, il y avait un registre de repères ou de valeurs qui faisait qu'on pouvait prendre une décision. Mais aujourd'hui, ce temps sacral a été remplacé par l'individu. C'est l'individu qui doit lui-même réorganiser, retrouver l'équilibre. Le problème qui se pose, et ça on le vit nous aussi, c'est lorsque vous avez trouvé l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe un événement extérieur à vous qui parfois vous force à revoir cet équilibre. Et c'est précisément ce qu'Amandine Kéry a dit juste avant. On a parlé de rupture. Alors, qu'est-ce qui se passe probablement lorsqu'il y a une telle rupture? Eh bien, il y a une nécessité de revoir l'équilibre entre horizon historique, biographique, rythme de vie. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, retour sur le rythme de vie avec des comportements qui permettent de sauver le sentiment d'autonomie. Hein? Et là, vous voyez, il y a un travail biographique et un travail historique à refaire. La synchronisation aussi, pour ajouter quelques mots, c'est qu'on peut imaginer que pendant longtemps, les parcours temporels des individus étaient synchronisés de l'extérieur. Mais aujourd'hui, tout le monde doit affirmer lui-même son parcours et le synchroniser avec ceux des autres. Hein, et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des textos du type « Je vais arriver 10 minutes en retard, je serai un petit peu... » Oui, on essaie de se synchroniser au mieux. Il y a des jeux qui se jouent de cette façon. Et les jeunes se retrouvent dans ces situations paradoxales où parfois, derrière cette nécessité de synchronisation, se cache une signification qui, pour eux et elles, est très difficile à supporter. Parce que ça renvoie à leur sentiment d'hétéronomie. Parce que ça renvoie au fait qu'ils ne répondent pas à l'injonction contemporaine de « sois quelqu'un ». Et ça se joue à une échelle microscopique que parfois on peut considérer comme anecdotique. J'ai encore un petit peu de temps. Hein? 1 minute? OK. Alors, 2 minutes. OK, 2 minutes. Alors, David Le Breton a parlé d'expérimentation ce matin, rapidement. Je vais juste dire quelques mots pour peut-être insister sur le rapport à la temporalité. Qu'est-ce que ça vient induire? Dans la société de l'expérimentation, il y a de l'incertitude. On l'aura compris. C'est parce que les jeunes sont dans des formes d'incertitude qui vont expérimenter différentes manières d'être au monde pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir faire des choix. Hein? Parce que l'injonction ici, c'est fais un choix sur ton parcours biographique, mais attention, fais le bon choix. Hein? Donc, on le connaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'expérimentation, c'est une façon d'avancer en prenant ses précautions. On teste, on vérifie.
On voit, même dans la question du genre, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, on fait des tests. Alors, par contre, ce qu'on dit moins souvent, c'est que dans la société de l'expérimentation, il y a une transformation radicale à la temporalité de la reconnaissance. Hein, dans les sociétés que David a évoquées ce matin sur rite de passage, on attend d'être reconnu. On traverse l'épreuve. On est reconnu après une épreuve. Il y a une forte insécurité qui se joue dans les rites de passage. Dans les sociétés contemporaines, expérimentation égale insécurité ontologique, on dit en sociologie, c'est-à-dire un manque de confiance à sa propre identité. Alors, si vous avez une question, par exemple, sur le genre, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, et que vous avez une grande insécurité ontologique, et que vous avez besoin d'expérimenter et donc de poser des questions pour avoir des réponses, est-ce qu'on va attendre longtemps avant d'avoir une réponse? Et ça me semble important de le rappeler parce que, finalement, il y a un corollaire très fort à la société de l'expérimentation, c'est que la reconnaissance ne peut plus être attendue dans une temporalité longue, puisque c'est une réponse à l'incertitude. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, et je terminerai avec cet exemple, on voit un usage très différencié des réseaux sociaux chez les jeunes en grande insécurité ontologique, qui vont se servir des réseaux sociaux pour avoir des réponses rapides à leurs questionnements, et ceux qui ne sont pas dans l'insécurité ontologique et qui vont avoir un rapport beaucoup plus différencié aux réseaux sociaux, puisqu'ils pourront remettre de la temporalité avant de prendre des décisions, que ce soit dans la mise en scène ou juste dans la mise en acte, se filmer, etc., dans le partage. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Et c'est assez intéressant de pouvoir imaginer que le placement pourrait être une expérience singulière, spatio-temporelle, où là se rejoue la connexion avec les différentes temporalités. On va ouvrir la causerie. David et Daniel Marcelli aussi, vous allez mettre votre grain de sel. Oui, je sais. Donc c'est une causerie qui doit vous impliquer les uns et les autres. Et on va faire circuler les micros. On voudrait que ça soit interactif. Daniel Marcelli. Et peut-être Laurent lancer... Oui, c'est juste pour vous inviter, chers collègues, des micros vont circuler. Vous n'hésitez pas, surtout. Merci Jocelyn et aux trois intervenants de ce matin pour la densité des propos. Jocelyn, j'adore votre accent, je regrette presque de ne pas en avoir un. Ah, c'est ça. Dans la temporalité, on aura pu remarquer que le moment du repas est quelque chose de plutôt extrêmement inscrit, mais c'est vrai que c'est en Gascogne. Donc, voilà. Donc, les micros circulent, vous n'hésitez pas, chers collègues, vous levez la main. Je remercie les étudiants qui vont venir vous les tendre. Monsieur Marcelli, peut-être? Il est là, l'étudiant? Bravo. Alors, avec les projecteurs, nous, on ne voit pas, hein, donc il faut lever haut les mains. Heureusement, il y a eu la pause café qui a fait que vous avez pu échanger également pour peut-être... Daniel Marcelli, un petit mot de rebond par rapport à ce qui a été dit ce matin. J'espère que ça ne va pas trop de rebond. Donc, merci à tous les trois pour vos éclairages. Éclairages anthropologique et sociologique, avec des pointes plus ou moins précises et factuelles. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, dans l'ordre chronologique, puisqu'il est question de temps, dans l'ordre chronologique, donc d'abord à David Le Breton, bon, ses propos sont très centrés, il l'a dit, d'abord autour de la question du corps. Alors effectivement, nous sommes tous les deux complètement d'accord. Le corps à l'adolescence, c'est vraiment l'objet que tout adolescent a sous la main, l'objet immédiat, et c'est en même temps quelque chose qui, assez régulièrement,
le persécute. Il faut bien comprendre que la transformation corporelle est quelque chose que l'adolescent subit passivement. Or, aussi bien Jocelyn que nos autres intervenants ont quand même eu le mot autonomie à la bouche. Et s'il y a bien quelque chose où l'adolescent n'est pas autonome, c'est bien dans la transformation corporelle. À un âge peut-être où on ne cesse de lui répéter qu'il doit être autonome, etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec David sur la place de ce corps dans les conduites de risque, c'est évident. Je suis un petit peu moins d'accord, et là je vais l'argumenter, dans l'amalgame qu'il fait entre, je dirais, les différentes conduites qu'il appelle conduite à risque et que moi je pense quand même important de discriminer. C'est pas tout à fait pareil de mon point de vue, l'anorexie mentale, la tentative de suicide, les scarifications, etc., les tatouages, les prises de risques sur la voie publique, en mobilette ou en voiture, et par exemple les comportements sexuels à 14 ans sans précaution, etc., etc. Donc là, je dirais que David me gêne un peu dans une perspective un peu unifiée, et moi, médecin, j'aime bien être dans une stratégie un peu de différenciation. Voilà. D'autant que pour chacune de ces conduites pathologiques, il y a quelque chose que vous n'avez, je crois, jamais dit, les trois. Pour moi, au niveau de la problématique pathologique, c'est pas de faire une fois une tentative de suicide. C'est pas de déraper et de tomber avec sa mobilette. C'est quelle expérience j'en tire, quelle capacité j'ai de modifier ultérieurement ma conduite, ou au contraire, dans quelle mesure je vais être dans une répétition permanente. Je n'ai pas entendu le mot répétition. Et pour moi, quelque part, avec les adolescents, je leur accorde à tous le droit de faire une connerie. Je crois que nous, professionnels, il est important que, face à cet adolescent qui a fait une connerie, on ne soit pas dans une stigmatisation, comme tu l'as bien dit, un toxicomane, etc., mais qu'on travaille à essayer de faire en sorte que ce jeune réfléchisse et tire l'apprentissage, apprenne quelque chose de sa conduite, qu'il apprenne quelque chose, pour peut-être lui éviter ce type de répétition. Le deuxième, on ne pourra pas. Le deuxième axe de David, et j'ai été un peu surpris, je lui ai dit tout à l'heure, c'est l'importance qu'il a quand il parle de l'individualisation et l'individualisme. Et je lui disais comme ça en aparté que pour moi, accéder au statut d'individu est pour tout être humain un gain et une chance, incontestable. Tous autant qu'on est, on a envie d'être des individus. Il faudrait encore qu'on définisse ce qu'est être individu, puisque Jocelyn dit souvent autonomie, etc. Je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le statut d'individu. Mais si l'individu, c'est une conquête pour l'être humain, l'individualisme, en tant qu'idéologie, est un poison pour le lien social. Et que, effectivement, le problème, c'est que quand tous les êtres humains d'une société sont devenus des individus, c'est ce qu'on voit depuis le début de ce siècle, on est en train de basculer dans une idéologie de l'individualisme qui la pose de vrais problèmes. Voilà, donc j'étais un peu surpris que... Oui, mais il a assez parlé comme ça, hein, ça suffit. Non, je taquine. Je laisse David, et puis après, si je pose la question, on laisse David répondre d'abord. Voilà. Donc effectivement, je trouvais qu'aujourd'hui, David accordait à cette question de l'individualisme une place dont on voit bien que pour lui, dans ses propos d'anthropologue, c'est quand même quelque chose qui est en train de déliter le lien social. Et je pense que cette position-là, il l'avait pas il y a 10 ou 15 ans. C'est quelle crise existentielle t'a fait modifier ta position? Non, merci Daniel.
Oui, merci Daniel. Donc je réponds sur le premier point. Évidemment, je n'ai pas fait là une sorte d'anthropologie des troubles alimentaires, puis une anthropologie du rapport à la toxicomanie ou autre. Ça, je l'avais fait par exemple dans Souffrance ou dans des articles où là vraiment on se centre sur la spécificité d'un comportement. Là, mon intention, pour répondre à la demande que m'avait fait Noël, c'était vraiment de faire une anthropologie des conduites à risque, donc d'avoir une vue surplombante et d'avoir une vue en effet qui tend à unifier entre guillemets ces comportements et à repérer quels sont les points communs, les traits communs qu'on rencontre de l'un à l'autre. Mais je suis complètement d'accord avec Daniel qu'on ne peut pas mettre du tout dans le même sac l'anorexie, une tentative de suicide ou autre, évidemment. Ça exige des analyses extrêmement spécifiques, et là, on est complètement d'accord. Je crois que le terme répétition, on l'a employé. Enfin, moi, je l'ai employé en parlant, par exemple, pas d'addiction, j'aime pas trop ce mot-là, mais de dépendance, même si c'est la même chose. C'est-à-dire la répétition, donc, des mêmes comportements avec des jeunes, finalement, qui, pendant ce temps-là, n'apprennent rien, mais en même temps tiennent le coup, quand même, parce que c'est un peu comme si la dépendance était une sorte de corde tendue sur l'abîme, et le balancier qui permet d'avancer. Voilà. À partir du moment où ça change, à partir du moment où le jeune apprend sur lui, évidemment, il est déjà dans une position de réflexivité qui peut s'étayer aussi, d'ailleurs, sur l'équipe éducative au sein de l'institution ou ailleurs. Donc voilà, mais là, donc, on aurait affaire à un jeune qui s'ouvre peu à peu vers le monde et qui va tout doucement relâcher l'espèce d'étayage, qui va avoir de moins en moins besoin de ces techniques de survie finalement qui sont dans la répétition. Tu veux tout de suite répondre? Oui, sur la répétition, là, en tant que psychiatre intéressé par le fonctionnement psychique de l'être humain, je crois que ce qui est important dans la répétition pour l'être humain, c'est le moment où il perçoit que, mais bon sang, ça ne changera jamais. Et j'en ai marre que ça ne change pas. C'est-à-dire que cette dimension dépressive et de lassitude dans la répétition des trucs, et là, il y a ceux qui arrivent à se dégager de ça, et puis ceux qui sombrent là-dedans. Voilà. D'accord. Et là, souvent, en revanche, il y a effectivement l'extérieur, le lien social qui peut amener aussi ce jeune à arrêter de se scarifier ou autre, parce que c'est l'essentiel, c'est la rencontre amoureuse, c'est la rencontre, c'est le premier boulot, c'est un prof qui va s'intéresser à eux. D'accord. Bon, en tous les cas, c'est la renarcissisation. On pourrait dire ça, parce que finalement, quand on détruit son corps de cette manière-là, c'est qu'il y a une dénarcissisation radicale de soi. On peut l'entailler, on peut lui faire mal, on s'en fout. Parce qu'on ne veut pas se reconnaître dans un corps qui ne fait pas corps, finalement, à sa propre existence. Mais quand il y a... Attends, je termine. Ça fait presque 20 ans qu'on a des débats tous les deux, Daniel et moi. À la fois, je serais malheureux d'être en désaccord avec Daniel, alors je le dis franchement. Mais bon, on a des nuances un tout petit peu différentes. Bon, je disais simplement, et ça c'est fondamental à l'adolescence, se faire mal, créer une douleur, ça suspend la souffrance psychique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là où le corps devient un objet dramatique de maltraitance pour se sentir moins mal. Le corps, oui, voilà, le corps comme guérison. Oui, donc oui, on pourrait résumer d'un mot le propos là tout de suite de Daniel, c'est se faire mal pour avoir moins mal. Hein, c'est utiliser son corps comme un vecteur de guérison, même s'il y a un prix à payer, même s'il y a même le risque de mourir. Et puis là, je ne sais pas, tout à l'heure, en me disant ça, Daniel m'a un peu interloqué quand même, parce que la dimension de l'individualisation du lien social, je crois qu'elle est au cœur de mon travail quand même depuis toujours. Peut-être que là, dans les propos que j'ai tenus tout à l'heure, vous avez senti quelque chose d'un peu plus moral, entre guillemets, mais notre boulot en sociaux, c'est absolument pas de faire des jugements moraux sur le monde. On n'est pas des directeurs de conscience, en tous les cas, on essaie de comprendre. Voilà, donc c'est vrai que l'autonomie, en tous les cas, est l'un des gains de l'individualisation du lien social, mais ça commence à la Renaissance. Ça a été ça commence pour les milieux privilégiés, je veux dire, au moment de la Renaissance, et puis ça s'étend au fil du temps.
Et aujourd'hui, il y a une hyper-individualisation. C'est-à-dire il faudrait presque changer les termes. Et j'aime bien le propos d'ailleurs de Gilles Lipovetsky qui dit qu'on est passé de l'impératif catégorique, donc Kant, et puis voilà, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent, etc., à l'impératif narcissique. Et c'est là où effectivement les problèmes commencent. C'est après moi le déluge, je m'en fous de ce que pensent les autres. Voilà, du coup, c'est les fêtes clandestines pendant le Covid, c'est le refus de la vaccination. Je réclame le droit de propager le virus à ma guise, je refuse de me vacciner, je refuse toute protection, etc. Depuis un moment, on est confronté dans nos sociétés occidentales à cet impératif narcissique qu'analyse très très bien Gilles Lipovetsky dans ses livres. Daniel, alors, pour Amandine et Jocelyn, vous avez effectivement plus ou moins tourné autour de la question de la temporalité, en l'énonçant de différentes manières. Amandine autour de la question de la rupture et Jocelyn autour de ces différentes temporalités proposées par Hartmut Rosa. Alors, ça m'évitera de le dire cet après-midi, je pense qu'un des problèmes de l'adolescence, avec justement cette puberté, et ce qui va se produire, et qu'on voyait d'une certaine manière indirectement dans la vidéo présentée, parce qu'on voyait quand même de manière lumineuse combien ceux qui se présentaient pré-ados étaient complètement différents de ceux qui étaient dans la génération d'après, les ados de 16, 17 ans. Et on voyait bien qu'ils étaient dans un rapport totalement différent, y compris à l'adulte et à ce qu'on leur demandait, etc. On voyait bien ce changement. Alors, en question de temporalité, je crois que ce qui caractérise la temporalité de l'enfant, c'est ce que moi j'appelle le temps circulaire, c'est-à-dire le temps de la répétition et le temps du retour, ce qu'on pourrait appeler le temps du quotidien, ce que Hartmut Rosa appelle le temps du quotidien. Cette régularité avec les années scolaires, les lieux de vacances, etc. Et effectivement, la puberté introduit brutalement un changement, et une fois qu'on est pubère, on ne sera jamais comme on était avant du temps de l'enfance. Et la puberté rompt le cercle de la circularité du temps pour introduire l'adolescent dans le temps linéaire, le temps qui fuit, le temps qui ne reviendra pas. D'où l'angoisse existentielle des adolescents. Et effectivement, cette question de rupture, donc Amandine l'a effectivement posée, et c'est bien là aussi le problème de ces adolescents, où effectivement ils sont confrontés à des ruptures réitérées, réitérées, et ces ruptures, elles entraînent quoi? Elles entraînent une difficulté à construire une linéarité. Vous avez utilisé le mot narrativité, c'est un mot aussi dans la psychiatrie qui est très important, pouvoir avoir sa narrativité. Alors, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça fait 50 ans que dans toutes les structures où je passe, je leur dis quand même avec ces adolescents placés, déplacés, replacés, etc., ça serait quand même très intéressant de leur faire un carnet de vie, un livret de vie, et qu'ils aient les photos des lieux où ils ont été, etc., et que ça leur appartienne. Et alors on me dit toujours, ah oui, c'est vachement intéressant, ah ben oui, ah ben oui, ah ben on n'a pas le temps, ah ben on peut pas, ben on a autre chose. Et ça fait 50 ans que tout le monde, individuellement, me dit c'est passionnant et ça devrait, et ça fait 50 ans que toutes les ASE, l'aide sociale, etc., ça ne se fait jamais, jamais, jamais. Donc la question c'est, quelle est la résistance idéologique, institutionnelle et sociétale à entraver chez ces enfants, à éviter de leur faire le cadeau de quelque chose de leur continuité de vie? Comme si on voulait les punir de quelque chose, inconsciemment bien sûr, hein, et qu'il y a là vraiment une résistance. Et dans votre travail, ce n'est pas tant de dire de faire un livret de vie, c'est dire quelles sont les résistances institutionnelles à ce travail-là. C'est ça qui me paraîtrait. Et si vous pouviez les dégager de manière claire, je trouve que ça serait absolument passionnant. Voilà. Alors j'ajoute que, puisque je suis psychiatre, psychiatre, il s'occupe normalement de la psyché, de l'esprit, pas complètement du cerveau, encore que j'aurais des choses à dire sur le cerveau. Puisque je suis psychiatre, je définis la psyché, le fonctionnement psychique, comme étant la glande, je fais exprès de dire ça, comme étant la glande du sentiment de continuité d'existence. Et vous voyez bien qu'à travers les ruptures, il y a quelque chose. Vous voyez bien qu'à travers le temps historique, c'est la continuité d'existence au-delà de sa vie.
à travers le temps biographique, c'est le sentiment de continuité avec le sens, car le sentiment de continuité d'existence, c'est tout de suite la dimension du sens. En islandais, il y a une vieille langue qui a conservé des racines très proches de l'indo-européen, sini, qui provient de sens. Sini, c'est le compagnon de voyage, celui qui donne le sens du voyage, à la fois le sens dans sa direction et le sens dans sa signification. Eh bien, effectivement, l'articulation des différents temps, c'est ce qui, effectivement, donnait le temps aujourd'hui. Et dans une société de l'accélération, comme dit Rosa, c'est une désarticulation de ces différents temps, dont, effectivement, les consultations d'Internet, dont les multiples micro-séquences qui nous accumulent, sont comme une sorte de démembrement de la continuité temporelle de chacun. Voilà ce que... Non, mais c'est bon, tout à fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, Daniel. Par contre, j'ajouterais une chose, c'est que les adolescents, j'ai envie de dire lambda, entre guillemets, font déjà ce travail, Daniel. Ils font déjà ce travail. Ah, tout à fait. La continuité, Daniel, la continuité. Non, mais ils font déjà ce travail au sens où quand on regarde comment ils vont utiliser les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux qu'ils utilisent côte à côte, qu'est-ce qu'ils font en permanence, en fait? C'est qu'ils mettent dans un récit narratif biographique le lien entre chaque usage pour chaque réseau et chaque aspect avec, évidemment, leur sociabilité dans les espaces physiques. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils utilisent déjà du matériel pour D'accord, ils utilisent ce matériel. Mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir à ce que j'ai dans le dos, le visage de cet adolescent, qui est typiquement un visage clivé, avec à droite des yeux bleus, un côté métallique et glaciaire, dont on ne sait pas si c'est un prédateur ou un amoureux. Et à gauche, un visage sombre, noir, déprimé, c'est-à-dire que le problème, c'est le clivage. Plus on est dans ça, plus il y a de clivage et moins on a plus on a de difficultés à unifier le sens de sa vie. Alors ça, c'est peut-être pour des jeunes qui vont très mal, mais la norme, ce n'est pas ça. C'est-à-dire toutes les enquêtes sociologiques réalisées sur les réseaux sociaux montrent le contraire. La norme, c'est d'être capable de mettre en relation tous ces espaces de sociabilité. Et d'ailleurs, quand un adolescent ne respecte pas cette norme, il est exclu. C'est-à-dire, vous faites quelque chose dans la cour d'école et vous avez, justement, comme tu dis, un autre visage complètement clivé sur Internet, vous allez vous le faire reprocher. Ça, c'est la norme. Mais, dans le sens commun aujourd'hui, on va souvent prendre les exemples de jeunes qui vont très mal pour la norme. Ce n'est pas la norme. Justement, c'est pour ça que lorsqu'on voit ce type de comportement, c'est-à-dire des comportements où, attention, pas ce que nous voyons sur les écrans, mais ce que les jeunes disent de leurs différentes mises en scène dans les différents espaces, et qu'on voit que dans leur discours, il n'y a pas de mise en relation directe ou de recherche de cohérence, là, il y a un souci. Mais ça, c'est la norme. Et quand je dis c'est une norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut en sortir, on doit se justifier. On a fait une grande enquête sur l'engagement écologique. Vous avez le même problème. C'est le même problème, c'est-à-dire, je veux m'engager, mais c'est risqué parce qu'il y a des gens qui vont me le reprocher. Et en même temps, je dois être cohérent avec ce que je dis avec mes amis, ce que je fais avec la famille, etc. Et ce travail de cohérence, il y a des jeunes qui ont des ressources pour le faire. Et donc, les réseaux sociaux, il faut faire attention. Les réseaux sociaux, pour ces jeunes, sont des outils formidables parce que ça leur permet un travail de mise en cohérence flexible, en plus d'un travail réflexif, parce qu'ils vont se mettre en scène dans différents espaces, ils vont mesurer les écarts, et donc ils vont être capables de dire, ben voilà, je suis ça dans telle situation, je suis ça dans telle situation. Ça, c'est la norme. Mais par contre, quand on a des jeunes en difficulté, là, on va se renvoyer. Mais attention, Daniel, la sociologie nous rappelle la norme. Ce visage clivé, ce n'est pas la norme. Bon, on va peut-être essayer de décliver la scène et la salle. Je suis mort de honte, mais à un moment donné, ils ont peut-être des questions. Le professeur Jocelyn a empêché son élève de dire quoi que ce soit. Elle est là gentille. Elle va le juger par elle-même. En bon machisme, on parle et on ne laisse pas les femmes parler. En fait, c'est en plein ce que je viens de reprocher à Daniel, c'est de ne pas rester à l'acteur, le discours. Mais elle va peut-être avoir l'occasion de répondre à des questions aussi. Il y a des questions dans la salle, on ne voit pas nous, depuis ici. J'espère que vous ne m'avez pas fait couper le dialogue passionnant qui s'est instauré si vous n'avez pas de questions. On va continuer, si vous dites. Sinon, je ne vais pas oser manger à midi. Si, il y a des questions.
Merci. Allô. Ouais. Bonjour tout le monde. On est les travailleurs sociaux en formation. Et donc nous, on est une partie ici en présentiel, mais il y a aussi du coup beaucoup de gens qui vous regardent dans le Pays Basque. Et donc je vais retranscrire une question de Céline pour Monsieur Le Breton. Et elle vous dit: pourriez-vous développer un peu plus le point évoqué lors de votre présentation sur la question du lien social et les changements sociaux, tels que l'immigration? Je ne pourrais pas développer pour elle, mais voilà. 2 minutes. Oui, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, l'individualisation du lien social qui est en effet un gain de liberté, un gain d'autonomie, comme le pointait Daniel, mais en même temps avec un choc en retour, du morcellement du lien social, du narcissisme grandissant, de l'indifférence aux autres. Et voilà, nous sommes maintenant contraints de vivre les uns à côté des autres, et parfois, très souvent d'ailleurs, en rivalité. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos propres institutions nous mettent en rivalité les uns les autres, c'est-à-dire par exemple en matière d'avancement professionnel ou autre, on est confronté à ses meilleurs amis par exemple, et d'où les innombrables ressentiments, les jalousies, etc. Alors la question de la migration et des jeunes de la migration, c'est encore autre chose, parce que tout d'abord il faudrait voir de qui on parle, de quelle est leur histoire de vie, est-ce qu'ils ont traversé des déserts et cheminé pendant des mois, des années, parfois dans des conditions absolument épouvantables, en traversant des formes de violence, de viol, de contraintes, etc. Ou bien sont-ils passés relativement paisiblement d'une société à l'autre? Sont-ils des migrants économiques, entre guillemets, ou au contraire fuient la violence du monde, de leur pays, etc. Il faudrait distinguer fondamentalement les filles et les garçons, parce que là, on sait que là, les filles réfugiées et autres payent un tribut terrifiant en matière notamment de violences sexuelles et autres. Voilà, donc on ne peut pas unifier évidemment le monde de la migration. En revanche, ce sont donc des jeunes qui vont devoir se reconstruire, se réinventer. Quand ce sont les enfants d'un couple migrant, on sait qu'ils jouent un rôle de socialisation extrêmement important de leurs parents, parce que souvent ils parlent beaucoup mieux la langue du pays d'accueil que leurs parents, ils font les démarches administratives, ils sont évidemment des très bons adeptes d'Internet et autres, alors que les parents sont complètement paumés. Là, voilà, on a donc des cas de figure extrêmement différents dans le monde de la migration. Puis après, il faut voir aussi les pays d'origine et autres. Il y a des sociétés où l'intégration se fait immédiatement parce qu'il y a une proximité. Quand on vient d'Amérique latine ou dans d'autres pays, il y a un passage relativement plus fluide, en tous les cas, aux vieilles sociétés européennes. Quand on vient du Maghreb, quand on vient d'Afrique, quand on vient d'Asie ou d'ailleurs, le parcours est un petit peu plus compliqué, effectivement. Voilà. C'est une immense problématique sur laquelle on ne peut pas avoir donc de réponse univoque. C'est les histoires de vie qui... Je ne sais pas si Jocelyn, tu veux rajouter quelque chose. Une autre question là-bas? Vous avez un micro? Là? Levez-vous, qu'on vous voit. Oui, si on pouvait éclairer la salle, ce serait sympa d'ailleurs. Alors bonjour tout le monde, moi je suis dans une maison d'enfants dans le Gers. Alors la question est pour tout le monde. On a parlé d'autonomie et effectivement nos adolescents, c'est le premier mot qu'on met sur le projet personnalisé, travailler l'autonomie, tout ça. Mais moi je suis en difficulté parce que les dispositifs proposés, on va dire, par les départements, tout ça, en tout cas là aujourd'hui, c'est par exemple des appartements en semi-autonomie ou alors des appartements à l'extérieur. Voilà. Et donc en fait c'est des jeunes qui ont entre 16, 17, 18 ans pour certains, et qui arrivent dans ces appartements, à qui on dit voilà, il va falloir être autonome, la gestion du quotidien, on peut revenir sur aussi cette temporalité du quotidien sur des appartements dehors. Nous, éducateurs, comment on fait pour ne pas mettre la pression à ces jeunes sur l'autonomie, alors qu'indirectement, c'est quelque chose qui nous est demandé et qui nous est imposé par le dispositif présent, quoi, en termes pratiques. Ah oui, il faut répondre... Elle est encore un peu timide, alors on va laisser. Alors là, il faut comprendre que le problème de l'autonomie, c'est devenu une idéologie sociétale. C'est une idéologie sociétale à laquelle chaque être humain est astreint
à se plier. Et notre lien social aujourd'hui, c'est un lien du paradoxe, puisque nous sommes tous liés par l'exigence d'autonomie. Or, l'autonomie, c'est quelque chose qui met 30 ans ou 40 ans à se construire. Et qui, en tout cas, pour se construire, ne demande certainement pas des ruptures, moins de 18 ans et plus de 18 ans. Donc, le mode de raisonnement institutionnel est un mode de cinglé. Je n'ai pas dit que les gens sont des cinglés, j'ai dit que le mode de raisonnement institutionnel est un mode complètement à l'envers de ce qu'il veut faire. Si autonomie il devait y avoir, ça devrait se travailler à partir de 10-12 ans, progressivement, en confiant aux mineurs des tâches où, au nom de la sécurité aujourd'hui, on lui interdit. Voilà, parce qu'il y a une espèce de folie sécuritaire avant 18 ans et une folie autonomiale après 18 ans. Donc notre société est dans des paradoxes permanents dont vous, les petits soldats de cette guerre, êtes les victimes. Je laisse les autres répondre. Ouais. Déjà, c'est vrai que quand tu as réévoqué la question de l'autonomie, c'est quand même, je suis tout à fait d'accord avec ce que Daniel dit. En fait, on parle plus de sentiment d'autonomie, parce que l'autonomie en tant que telle n'existe pas. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se gouverne pas selon nos propres règles. Un sociologue ne peut pas dire ça. Mais on sait que c'est une idéologie, et là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la valeur autonomie rentre directement en compétition avec la valeur reconnaissance. Parce que si on pousse l'idée de l'autonomie jusqu'au bout, hein, si on l'exacerbe, ça veut dire finalement, je n'ai pas besoin des autres. Je me gère par moi-même, et l'autre est à la limite anecdotique. Or, s'il y a quelque chose qui est vraiment un invariant, c'est la reconnaissance. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je le vois même dans mes entretiens avec les ados, mais vous devez le voir aussi, j'imagine, dans le quotidien, c'est que finalement, il y a ce que j'appelle la honte de la reconnaissance. C'est-à-dire que parfois, on est disposé à reconnaître l'adolescent pour des compétences, pour plein de choses, pour des compétences, pour des choses qu'il fait bien, etc., des valeurs, peu importe quoi. On est prêt à le reconnaître, mais parce que la valeur autonomie est tellement forte, elle vient en tension avec la valeur reconnaissance, et donc il y a un refus d'accepter la reconnaissance de l'autre. Et ça vient complexifier les choses, parce que souvent on se dit, oui, mais cette famille est aimante, ces éducateurs veulent le reconnaître, et ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut avoir une réflexion sur les modalités de reconnaissance qui vont pouvoir s'associer au sentiment d'autonomie. Et je le dis rapidement ce matin, mais évidemment, il y a des écrits sur tout ça, si ça vous intéresse, mais il y a juste la question des modalités de reconnaissance. Parfois, on dit reconnaître, tout simplement. Mais au fond, quand on prend le temps de bien regarder, il y a au moins 3 modalités de reconnaissance. La première, ça va être « je te reconnais parce que tu veux me ressembler » ou que tu me ressembles. « Je te reconnais parce que tu ne veux pas me ressembler, tu veux être à l'opposé. » Et il y a aussi « je te reconnais parce que tu es une exception, tu es à côté d'un registre qui nous appartient entre les deux. » Et je pense que souvent, il faut essayer de voir où on se situe, parce que la valeur autonomie, parfois, va rentrer en contradiction avec certains positionnements des modalités de reconnaissance. Donc là, je fais un peu vite, mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir surtout en tête, c'est que finalement, le travail sur l'autonomie, ce n'est pas un travail sur l'autonomie ou le sentiment d'autonomie, c'est un travail sur la reconnaissance qui permet à la personne d'accepter que pour être vraiment autonome, en tout cas, il faut accepter qu'on a besoin de l'autre et d'exister dans le regard des autres. Et ça, c'est... Peut-être d'ailleurs que derrière cet impératif d'autonomie se met aussi l'opposition de l'impératif de la tyrannie du projet, oui, cher Aboutile. Alors là, il vient de dire la reconnaissance dans le regard des autres. Alors, il y a très longtemps, j'ai écrit un livre, Les yeux dans les yeux, l'énigme du regard. Et c'est tout le paradoxe de l'être humain et de notre société. Nous sommes dans une société où on vante l'autonomie individuelle, mais chaque être humain, nous sommes des animaux sociaux, et nous avons un besoin vital de lire dans le regard des autres le sentiment qu'ils nous reconnaissent. Donc aujourd'hui, il y a une problématique complexe que j'expliciterai peut-être tout à l'heure dans le renversement de la position de sujet à la position d'individu. Quand même, donc effectivement, le sujet, donc il faut savoir simplement que l'étymologie du mot sujet, c'est subjectum, être placé sous le G, c'est-à-dire être placé sous l'autorité du Seigneur. Le Seigneur du Moyen-Âge ou le Seigneur, le Dieu. Donc le concept de sujet est totalement inclus dans le concept d'autorité.
alors que l'individu, c'est celui qui est autonome et qui choisit pour lui-même, donc qui, en quelque sorte, dénie toute autorité au-dessus de lui. Et donc, effectivement, on est pris dans ces contradictions. Mais si le sujet, on lui dit qui il doit être, mon fils, tu dois faire ceci, ma fille, tu dois faire cela, et on lui donne un statut et une identité, l'individu est censé conquérir sa propre identité, mais le paradoxe, c'est qu'il exige des autres qu'il y ait une reconnaissance de cette identité. C'est-à-dire que la problématique identitaire a basculé du groupe social qui donnait une identité au sujet, qui devait l'assumer, à aujourd'hui l'individu qui est dans une quête identitaire permanente et qui exige du groupe social qu'on reconnaisse cette identité. Et si on ne les reconnaît pas, il devient une victime. Et donc il y a une transformation complète du lien social. Et aujourd'hui, vous êtes, tous les travailleurs sociaux sont confrontés à l'injonction par ceux dont on s'occupe d'être reconnus tels qu'ils sont. Reconnais-moi comme je suis, valide mon choix. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est une transformation radicale. Et je pense que dans beaucoup de mecs et dans beaucoup de familles, c'est quelque chose qui modifie. Et bien entendu, à l'adolescence, c'est encore plus important que dans l'enfance. Donc c'est ça le paradoxe. C'est que le lien social, je pense que pour te faire plaisir, je pense qu'il existe tout autant qu'avant. Simplement aujourd'hui, c'est l'individu qui veut assujettir les autres à ses exigences. Là où avant, c'était les autres qui assujettissaient le sujet à l'exigence du groupe social. Voilà. Mais on est des animaux sociaux. Bon, tout ça est passionnant. Une dernière question. Bon, les journées régionales, il va falloir les tendre comme pour nos journées nationales sur 3 jours, parce qu'on voit bien comme difficile de faire le tour de tout. Hein. Une dernière question ? Oui, bonjour. Pour poursuivre sur la question de l'autonomie, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi entre la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Est-ce que vous pourriez m'éclairer ? Autonomie et indépendance. Et l'indépendance, oui. C'est ça. Ah, on n'est jamais indépendant. L'indépendance, c'est une idéologie, c'est une valeur, une idéologie sociétale, une valeur philosophique. Dans la réalité des interactions humaines, on peut avoir une ère d'autonomie, mais on n'est jamais indépendant. Peut-être qu'on peut être indépendant si on s'en va sur son île de Robinson Crusoe, mais on sera indépendant jusqu'aux limites de l'île. Et il peut y avoir des requins qui sont dans l'île, donc on n'est pas dans la flotte. On n'est pas totalement dépendant de... Voilà. Donc rien n'est plus stupide que de dire « Attends 18 ans, quand tu auras 18 ans, tu seras indépendant ». Mais c'est une connerie monstrueuse. Quand tu auras 18 ans, tu deviendras responsable de tes actes. Ça me paraît beaucoup plus important. Bon, même Robinson a rencontré son vendredi. Peut-être une dernière question. Oui. Mais je voulais juste ajouter une petite chose, parce que c'est vrai qu'anthropologiquement, ça n'a aucun sens. On parle toujours d'interdépendance. On ne va jamais parler de dépendance. Donc, il faut faire la distinction entre les catégories qu'on a pour penser le réel et empiriquement, qu'est-ce qui existe dans les relations humaines. Et donc, les catégories, c'est qu'on va dire, voilà, il y a de l'indépendance qui existe, mais en fait, ça ne passe pas l'épreuve des faits. Il n'y a personne qui est indépendant. Alors, ça fait beaucoup de mal. Et pensez-y bien, on est tous, je finirais, c'est ça que je veux rajouter, c'est qu'on est tous les agents de ça. Parce qu'au fond, si, imaginez, vous demandez à votre meilleur ami, vous dites, vous avez fait quoi le week-end dernier? Et là, il vous répond, ah, mais j'ai fait ce que ma copine me proposait de faire. OK, c'est bon. Deuxième week-end, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Ben, j'ai fait ce que ma copine me dit de faire. Et là, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ah, mais je fais comme ma copine me dit. Et là, tout d'un coup, on va dire, oh, attention, il y a un problème fort. Et tout de suite, on va plaquer cette espèce de catégorie d'indépendance. Mais au fond, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se cache derrière. Mais il va y avoir un a priori de l'effet de dépendance ou le sentiment que les gens sont dépendants est très, très mal vu. Et donc, ça envoie des messages contradictoires, comme Daniel le dit, c'est qu'on force les gens à se penser presque en contradiction avec la condition humaine. Ouais, j'enlève le presque, Daniel, ça te fait plaisir. On se réconcilie. Bien. Une dernière question, mais très rapide, et une réponse hyper rapide, parce qu'après, on va déjeuner. Très bien. Bonjour, j'aurais une question pour vous tous. Ici, et c'est par rapport à ce que j'ai vu au tout début, la vidéo, et il y a une question qui m'est venue, c'est par rapport au quotidien. Je me dis, punaise, ils n'ont pas du tout le même quotidien que des jeunes qui vivent dans une famille et tout ça.
du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Ils ont des quotidiens très fragmentés. On fait ça à telle heure, on fait ça à telle heure, on fait ça à telle heure. Alors que ce n'est pas du tout, par exemple, le cas pour moi dans ma famille où on est un peu plus ouvert. Est-ce que c'est un danger ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque chose ? Est-ce que c'est du coup quelque chose qu'il faudrait avoir, un quotidien plus fragmenté ainsi pour tout le monde ? Ou est-ce que c'est du coup quelque chose d'impossible d'avoir un quotidien comme tous les autres enfants, j'ai envie de dire ? Et pour finir, vous avez posé la question, Monsieur Le Breton, pourquoi les jeunes sortaient en confinement ? Je vais répondre à cette question très rapidement. C'est vous qui avez dit pourquoi les jeunes ils pouvaient sortir en confinement et tout ça et faire la fête. Tout simplement une question de survie. Voilà, j'en ai eu et c'était obligatoire. Ils avaient besoin de parler avec d'autres personnes, ils avaient besoin de s'ouvrir, c'était violent à la maison, ils avaient besoin de sortir pendant le confinement. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Merci. Puisqu'on nous demande une réponse très brève, je dirais que moi, mon impression n'a pas été celle d'une fragmentation de leur temps. Mon sentiment a été celle d'une séquençage et d'une organisation rythmique de leur temps, y compris des moments d'ailleurs où ils étaient affalés dans les fauteuils et ils glandaient. Et que cette organisation rythmique de leur temps, je pense que c'est effectivement une tentative de soigner les temps de rupture et les temps chaotiques que nombreux de ces adolescents ont vécu dans leur famille. Donc je pense que s'il y a fragmentation et chaos, c'est plutôt par rapport au vécu dans leur propre famille, avec une tentative de construire un temps rythmé et un temps organisé, et le troisième terme, un temps prévisible. C'est-à-dire que ce qui doit advenir advient, c'est-à-dire un temps sécurisé et pas un temps chaotique. N'oubliez pas que ces adolescents et ces enfants ne sont pas les enfants de tout le monde. Ils ont vécu des scènes en général complexes et il y a besoin de cette reconstruction. Donc je n'utiliserai pas le mot fragmenté qui est un mot négatif et je dirais que c'est un temps rythmé. Rythmé peut-être de manière un peu artificielle, mais s'ils répètent ça, tous ces jeunes, en particulier les préados, un peu moins les ados, c'est peut-être parce que justement ce temps rythmé, ça les contient et ça les rassure. Si je peux rajouter par rapport à la fragmentation, ce sont nos deux divinités du temps, Chronos, temps immuable qui se déroule, mais aussi nous, éducateurs, savoir mettre en place le temps de Kairos, celui des opportunités, et offrir des opportunités à ces jeunes aussi de venir saisir des temps et des rencontres. Voilà. Oui, je voulais seulement dire que Daniel aurait pu utiliser le terme de ritualisation. Il y a des ritualités à l'intérieur des établissements qui permettent à ces jeunes d'avoir enfin des repères, en effet, en contradiction avec ce qu'ils ont pu vivre dans leur existence antérieure, je veux dire, avant leur placement. Voilà, un rituel, il a cette fonction d'apaiser, de calmer, de jalonner l'espace, de le rendre prévisible, de contenir. Voilà, c'est un contenant, d'ailleurs, extrêmement efficace, effectivement. Oui, juste pour traduire rapidement, c'est Anthony Giddens, le sociologue, dit c'est la routinisation de l'existence. C'est la première stratégie pour pouvoir étayer le sentiment de sécurité ontologique. Donc, tout le monde le fait, ça. On peut nous aussi le faire. La différence, c'est que peut-être ces jeunes n'ont pas les ressources pour le faire eux-mêmes, et donc c'est ce que les structures font. Et je terminerai avec votre remarque sur pourquoi on est sorti faire la fête. Moi, je me souviens, j'avais un étudiant qui m'avait dit « Monsieur Lachance, on est dans un néant de temps. » Alors, je vous soupçonne d'avoir rythmé le temps à travers le souvenir de la dernière fête et la prévision de la prochaine, et c'est une résistance anthropologique. Bravo. Bien. Merci. Donc, pause déjeuner et retour à 14h15. Bon appétit.